Ça, ouais. Ce genre d'expérience, quand ça fonctionne très très bien seulement au bout de 45 minutes, ça me plaît énormément. Bon, en tout cas, nous y Bon, voilà. Je vois que la décoration de ton bureau est légèrement spartiate. Voilà, et c'est qu'en plus ça. tu as... Alors, pour information, l'enregistrement a déjà débuté, hein. Donc voilà, comme quoi on peut être champion de France du clergé et être légèrement enrhumé. Ouais. Ça n'empêche pas. Bon, Silouane, va falloir qu'on avance là, hein, parce qu'on a pris un petit peu de retard avec tout ça. Donc, je me suis bien documenté sur ton compte. Tu t'en doutes, en plus tu m'as envoyé plein de trucs. Je vais, attends, juste reprendre mes petites notes parce que, voilà. Alors, je t'aurais déjà présenté dans une courte introduction, donc il n'est pas nécessaire que l'on se... Et en plus, tu vas beaucoup parler par la suite. Donc, moi, j'ai juste quelques questions pour toi. Es-tu content d'avoir été mis au monde, Silouane? Oui, c'est le plus beau jour de ma vie, hein, le jour où je suis venu au monde, 21 juin 84. La vie, c'est un cadeau incroyable que je croque à pleines dents et que je partage volontiers. Qu'est-ce qui te pousse à te lever le matin? Euh, Chaque jour, nouveau, tout commence. Mon coach spirituel me disait encore ça ce matin. Voilà, et en fait, pour moi, chaque nouvelle journée qui est donnée, c'est un nouveau départ. Quand mon réveil sonne à 5h30 le matin, ma joie, c'est de voir le jour se lever pendant que je prie dans le silence. J'ai la chance d'avoir un lieu de prière qui donne sur le jardin, sur le ciel levant. Et voilà, cette joie de chaque jour nouveau que Dieu me donne, la joie des nombreuses rencontres que je vais accomplir, la joie des nombreuses routes que je vais arpenter à vélo dans ma paroisse et ailleurs. Mhm. Ouais, je suis un homme du matin, j'aime beaucoup ce moment du matin, ce temps de silence où je me prépare à ma journée. Voilà. Ton coach en spiritualité. Alors comme prêtre, j'ai un accompagnateur spirituel, un grand frère dans le sacerdoce, Mhm. le père Guillaume, que je vois, avec qui je suis en contact toutes les semaines et que je vois une fois par mois pour faire le point sur mes joies, sur mes peines et puis mes points de progression. C'est un peu comme l'entraîneur sportif qui va essayer de guider son élève pour qu'il progresse. Mhm. Voilà, un confident aussi, quelqu'un avec qui je parle à cœur ouvert, en toute liberté. Et puis une dimension de partage aussi. Je pense que quand on donne, on reçoit aussi. Donc voilà, c'est un échange mutuel. On recommande aux prêtres hein, d'avoir on appelle ça un accompagnateur spirituel, un père spirituel, quelqu'un avec qui on puisse se confier, avec qui on puisse partager sa vie. Bon, du coup, question subsidiaire. Es-tu en bon terme avec toi-même? J'ai l'impression que oui, quand même. Oui, 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 oui. Ouais, je m'émerveille de toujours me découvrir en fait. C'est ça qui est beau. Je trouve que toute personne humaine est un mystère et en fait je trouve que je disais on est toujours un peu au début, chaque jour nouveau. Et ouais, en fait, je me découvre chaque jour finalement. C'est ça qui est assez incroyable. On se découvre beaucoup grâce aux autres. Hein. Je me découvre pas tout seul dans ma bulle, mais par ma vie de prêtre, je rencontre beaucoup de gens très différents en âge, en milieu social, des gens très croyants, d'autres pas du tout. Et c'est aussi une joie de découvrir la richesse et la diversité de l'humanité dans ses lumières et dans ses ténèbres. Et voilà, non, je suis heureux d'être ce que je suis aujourd'hui. Alors là, je suis hyper content parce qu'en fait, j'ai la même question 3 fois et j'ai juste à changer un mot pour avoir 3 questions différentes. Donc ça m'arrive très rarement de pouvoir faire ça, donc je suis hyper content de le faire avec toi. Est-ce que c'est la religion qui t'a choisi ou est-ce que tu as choisi la religion? Eh bien, les deux, mon général. La religion m'a choisi parce que j'ai eu la chance de naître dans une famille chrétienne, des parents chrétiens. On est trois frères, je suis le numéro 2. Et donc, on a reçu, les trois frères, on a reçu l'expérience de nos parents. Euh, voilà, des parents qu'on cherchait. Hein. La foi n'a pas toujours été évidente pour eux, mais donc on a quand même, on est né dans un berceau chrétien. Quand je dis un berceau chrétien, c'est assez simple, des parents avec qui on prie tous les jours. Mon père me lisait la Bible le soir avant de m'endormir. J'ai des souvenirs de passages du livre de l'Exode, notamment avec Moïse. Et puis on allait à la messe le dimanche. Et une porte toujours ouverte. Mes parents, on a accueilli des gens très différents chez nous. Je crois qu'ils m'ont transmis ça.
Et ils nous ont transmis ça, les trois frères, et moi je le vis aujourd'hui comme prêtre. J'essaie que ma porte soit toujours ouverte à toute personne. Donc la religion m'a choisi, et j'ai choisi la religion dans la mesure où à l'âge de 16 ans, j'ai vraiment pris la décision de réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie, ce qu'on appelle la vocation dans la vie chrétienne. Euh, Marc Madiot disait, j'ai eu la vocation d'être coureur, comme d'autres ont celle d'être curé. Et donc moi, à l'âge de 16 ans, j'ai pris la décision de retrouver, avec d'autres jeunes de mon âge, de se retrouver avec des prêtres, des sœurs, des gens mariés, pour réfléchir à quoi Dieu m'appelle-t-il. Et voilà, c'est là que j'ai senti vraiment cet appel à devenir prêtre. Et donc c'est là que j'ai dit ce oui, hein. La foi, c'est la rencontre entre deux libertés, le Christ qui m'appelle et moi qui réponds. C'est comme l'amitié, c'est comme l'histoire d'amour. Et, et j'ai vraiment choisi la foi à l'âge de 16 ans. Le 11 juin 2000, j'étais confirmé à la cathédrale de Chartres. Euh, je m'en souviens, et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de m'engager dans ma vie, m'engager dans l'Église, et à réfléchir vraiment à ce que je pouvais faire pour que ce monde humblement soit meilleur par ma pauvre part. Tu avais répété avant parce que c'était vachement beau ce que tu viens de dire. En fait, Ah tu ouais. savais ce que j'ai. En fait, tu connaissais les questions par avance. Parce que tu m'as dit à l'instant que tu étais nul en informatique, parce qu'on a passé 3 quarts d'heure à essayer de se connecter. Mais en fait, je te soupçonne d'un léger mensonge. J'ai l'impression que mon ordinateur a été hacké parce que depuis tout à l'heure, ma caméra clignote et il se passe des trucs bizarres. Donc, je te soupçonne à moitié. Alors, pour compléter sur tes frères, il faut préciser que nous avons été mis en contact par ton frère, Thibaut, avec qui j'ai partagé plus ou moins une place de parking début mars lors du BRM 200 Gravel de Orléans, qu'il m'a doublé comme un taré au kilomètre 150 avant de s'arrêter beaucoup trop longtemps à Chambord, ce qui m'a permis d'arriver bien avant lui parce que je ne m'arrête pas. Et la semaine dernière, il m'envoie un mail qui restera à ce jour le mail le plus inattendu que j'ai pu recevoir, me disant « Salut Richard, on a discuté brièvement sur le parking à Orléans, et ben mon frère est curé à Ono. Ono à 25 km de chez moi. Et c'est comme ça que nous avons été mis en relation. Donc Thibaut, merci. Voilà. Et histoire de replacer dans le contexte. Maintenant, autre variante, est-ce que c'est le vélo qui t'a choisi ou tu as choisi le vélo? Les deux, en général. Hop. Donc tu as choisi aussi de garder la même réponse, très bien. Non, mais dans le sens où mes premiers souvenirs de vélo, c'est avec mon père et mes frères. On allait chercher de la luzerne pour les lapins à la maison. On avait une vieille carriole et on avait des vieux vélos. Et en fait, notre père nous a transmis, je pense, ce que donne le vélo, cette liberté, cette mobilité, ce rapport à la nature. Il nous a initiés en tout cas au fait de se bouger. Alors c'est Mm. plutôt un marcheur, notre père, plutôt un randonneur. Mais du coup, je pense qu'il y avait quand même un terreau favorable. Et pareil, hein, c'est concomitant, ma vocation de prêtre et ma vocation de cycliste. J'ai choisi à l'âge de 16 ans, en fait, dans cette paroisse où je suis à Ono, donc arrive un jeune prêtre, Jean-Marie Loult, qui est actuellement prêtre agriculteur. Il est entre Chartres et Dreux à Tremblay-les-Villages. Il, a- il est- Hmm. il a la charge d'une association Grâce au Jardin qui fait de la réinsertion sociale par l'agriculture. Et donc Jean-Marie faisait du vélo le dimanche après-midi, après la messe. Et donc, du coup, il m'a proposé de venir avec lui. Euh, on était quelques-uns à l'accompagner. Et là, j'ai vraiment, en fait, à ce moment-là, découvert le vélo de route. Avant, je faisais plutôt du VTT. Et voilà, c'était mes premiers tours de roue. On allait en vallée de Chevreuse, des coins, je pense que tu connais bien aussi, comme tout Aurélien. Et grâce au vélo, j'ai découvert un peu plus la vocation, parce que de voir un prêtre sur un vélo, de partager ces moments-là, ben, c'est pas comme le voir à l'église. Et puis j'ai vraiment à ce moment-là découvert un goût certain pour le vélo. Donc on est en l'an 2000, arrive un certain Lance Armstrong qui gagne son deuxième Tour de France. Voilà, c'est à ce moment-là aussi que je m'intéresse plus particulièrement à cette belle course du Tour de France, au personnage aussi de Lance Hmm. Armstrong et son parcours de lutte contre le cancer. Donc il y a vraiment les deux, je dirais. Ouais, il y a vraiment les deux. Et en fait, ce qui est Hmm. marrant, c'est que depuis que je suis devenu prêtre, j'ai rechoisi le vélo en fait à chaque fois. Euh, voilà, j'ai fait 2 ans de compétition au club à l'entente sportive d'Ono, de 2002 à 2003. J'étais en terminale et en études sup. Et puis après, j'ai un peu laissé tomber le vélo parce que mes études de prêtre me prenaient davantage de temps. J'avais moins de plage horaire pour aller rouler de Hmm. 3 à 4 heures.
Et puis Ono, en fait, on m'avait transmis ce goût de l'entraînement assez prolongé, des longues sorties, donc j'ai plutôt fait de la course à pied. Et puis, voilà, à la fin de mon séminaire, j'ai quand même repris le vélo parce que c'est vraiment ça que j'aime. Et puis, ça m'a jamais quitté depuis. Attends, je prends des notes en même temps, hein. J'en ai pris depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'affichais un regard grave, parce qu'en fait, j'étais concentré à prendre des notes en même temps. Je prépare, mais en même temps, pas tant que ça quand même. Et du coup, la dernière, est-ce que c'est le métal qui t'a choisi ou tu as choisi le métal? Parce que ça nous fait un autre immense point commun. Enfin, sur les trois, on en a deux du coup. Ouais, ben, je crois que pour le coup, je peux dire que j'ai choisi le métal. Mes deux frères, Thibaut et Simon, sont batteurs. Donc ils ont été l'un et l'autre dans plusieurs groupes de rock et du coup, ils m'ont assez jeune rendu sensible à la musique rock avec la dimension de la rythmique, de la batterie qui, avec la basse, est Mm, un peu le socle, les fondations de la musique. Moi, je fais du mm. saxophone, j'aime bien chanter aussi. Et en fait, c'était un point commun qu'on avait d'écouter. Alors, au départ, on était plutôt Nirvana, CDC la fin des années 90, quand Nirvana était à son apogée, voilà, avant que le groupe se termine. Et après, en fait, on s'est mis un peu à écouter du métal. Alors, c'est marrant, en fait, parce que maman s'occupait du secours catholique à Ono, et il y avait plein de dons tout le temps. Et un jour, on a trouvé 3 cassettes de Iron Maiden, notamment le A Rare Live Dead One, la couverture rouge là, Oui. avec Eddie qui tient ses fils électriques bien énervés. Et en fait, on est allé avec les frères à 2 concerts de Maiden à Paris. De fait, c'est comme le vélo. Alors j'écoute moins maintenant, parce que j'aime bien aussi le silence, mais c'est vrai que Maiden, je trouve qu'il y a un génie, il y a un génie musical, une qualité d'écriture. C'est pas, pour moi, c'est pas une musique de brut, hein. C'est vraiment quelque chose de très fouillé. Je trouve que Steve Harris, le bassiste qui compose l'essentiel des chansons, est musicalement très bon. Et puis on aime beaucoup Nico McBrain, le batteur, qui Mm. a aussi un jeu très complet. Voilà, donc j'aime bien. Et puis on en a déjà parlé, je trouve qu'il y a un lien assez étroit en fait entre la fluidité de la musique, notamment dans le métal, notamment dans la batterie, parce que McBrain a un jeu très rapide et hyper propre, hyper précis, et la fluidité d'un coureur cycliste, voilà, qui écrase le tour en montant l'Alpe ou le Tourmalet ou dans un contre-la-montre. Je trouve il y a des points communs en gardant justement cette souplesse et ce calme en ne tétanisant pas pour être toujours onctueux dans son jeu, quoi. Je pense on pourrait faire beaucoup de liens entre la musique, l'esthétique musicale et puis l'esthétique sportive et cycliste en particulier. Alors, on t'a pas attendu pour ça parce qu'il y a quelques semaines, j'ai fait un épisode avec bah, Pascal Bride. Voilà, son nom m'échappait. Mais Pascal Bride, Pascal, il est premier alto à l'orchestre symphonique de Mulhouse. Et on a eu exactement la même conversation parce qu'évidemment, c'est un virtuose et un excellent cycliste, un coureur d'ultra en plus, donc un excellent coureur d'ultra. Et on est arrivé aux mêmes conclusions et c'était hyper intéressant. Et même après l'épisode, des personnes qui ne sont pas forcément dans la musique ou pas forcément des musiciens m'ont dit, ouais, ça m'a vraiment ouvert les yeux ou en tout cas les oreilles sur ces similitudes. Et c'était hyper intéressant. Donc on pourrait fouiller. Le seul truc que j'aimerais savoir, parce que je dois pas être le premier à te le dire, et moi-même, enfin, j'ai travaillé un petit peu là-dessus. T'as jamais été choqué justement par à la fois ton parcours de prêtre et l'esthétique de Iron Maiden qui est bon, qui, est- qui peut paraître agressive, mais qui est pas non plus la plus sordide ou la plus sale. Et ça t'a jamais choqué? T'as jamais été outré parce que souvent c'est ce qui ressort de cette musique, c'est l'imagerie un petit peu morbide qu'on nous reproche énormément, alors que finalement, Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas mal réfléchi à la question. J'en ai pas mal parlé aussi. Je pense au séminaire à tel ou tel confrère qui, voilà, disait, citant aussi d'autres groupes, qu'il y avait des aspects métal, subliminaux. Pour moi, le mot, c'est la liberté, en fait. Je me suis dit, le jour où je ne peux plus me passer de Maiden, où je suis absolument indépendant de la musique, bah, c'est qu'il y a un problème. Et en fait, je crois que j'ai jamais été dépendant, enfin, dans le sens où je peux ne pas en écouter pendant plusieurs mois sans que ça me manque.
Et puis, comme j'ai la chance aussi de parler anglais couramment, j'ai pas mal fouillé les paroles. Il y a très, très, pour ainsi dire, il n'y a pas de paroles vraiment clairement Mm. anti-chrétiennes. Euh, voilà, en fait, je trouve qu'en tout cas, au niveau musical, c'est assez construit. Voilà. Alors après, on est d'accord ou pas avec la voix de Bruce Dickinson, parce qu'il y a eu plusieurs chanteurs chez Maiden. Dickinson, certains le trouvent un peu criard, mais Mm. voilà, j'ai envie de dire, j'écoute pas Maiden pour grandir dans ma foi et dans ma connaissance de l'évangile. Je sais qu'en écoutant Maiden, j'écoute du hard. Mais en tout cas, dans les paroles, il y a pas mal dans l'église catholique, il y a pas mal de gens qui ont travaillé ces questions du death metal, le métal de mort et tout ça. Voilà. Maiden m'a jamais mis dans des états dépressifs. Mm. Voilà, donc je crois que je suis libre par rapport à ça et j'y vois pas de souci aujourd'hui en tout cas. Mm. Ouais, ça a fait débat à une époque, notamment, tu sais, sur les. Bon, maintenant, on le voit plus sur les CD, mais toutes les petites l'indication sur la vigilance parentale, sur les trucs, c'est né dans les années 90 avec notamment Frank Zappa, qui était directement visé par ça, et également le chanteur de Twisted Sisters. Et ils ont beaucoup déblatéré là-dessus et sans jamais réussir à trouver de preuves formelles que ça nous menait au suicide, à la dépression. Et même en étant un fervent auditeur des formes les plus brutales, j'ai pas l'impression d'être un suicidaire ou un dépressif. Donc j'ai toujours trouvé que c'était plutôt du folklore, une sorte de folklore nécessaire, tu vois, où on rigolait un peu avec ça. Mais au bout du compte, à part des formes vraiment brutes, extrêmes, qui sont aux limites et même qui sont un petit peu à l'extérieur de la communauté métal, comme toute une petite nébuleuse de black metal en Norvège, qui eux sont vraiment à la frontière. Le reste, c'est franchement du folklore pour se marrer, quoi. Et j'ai jamais Il- trouvé qu'il y ait vraiment de danger particulier. Et c'est. Ah, je m'arrête. Ça, je te le dirai en privé après. Pourquoi? Je te le redirai. Bref. Du coup, Juste oui, vas-y. peut-être par rapport à ça, enfin, tu vois, les deux concerts au Chualet, ce qui nous a vraiment touché avec, avec mes frères, en fait, c'est le public déjà. C'est de voir que Maiden, en fait, t'as des gens à Ah, il y a minima tout t'as âge. 30 et t'as plutôt 60 balais. Les Ouais. rockers, en fait, c'est des mecs très calmes, voilà, qui ont leur bière à la main, mais qui sont hyper zen, hyper posés, tout doux. Voilà. Et en Ouais. fait, quand tu vas au concert, exactement ce que sur le folklore, tu comprends qu'en fait, Eddie, la mascotte, c'est vraiment la mascotte, en fait. Ça fait. Mais finalement, c'est plus. C'est plus un moyen de faire un peu de la vie sur la scène que vraiment une exaltation de la mort. Moi Ouais. j'aurais arrêté Maiden si ça m'avait mis dans une culture de mort ou de Hmm. désespoir, ce qui n'est pas le cas personnellement. Voilà. Ouais. Ok. Bon, écoute. Toujours est-il que tu es triple champion de France du clergé catégorie contre-la-montre. Est-ce que c'est vrai? Alors je suis quadruple en fait, champion de Oui, France. voilà, je ne savais Voilà. plus. Je ne savais plus, parce que tu me l'as dit la semaine dernière, mais je ne savais plus si c'était 3 ou 4. Et du coup, par rapport à ça, j'ai quand même une petite question. Parce que tu m'as dit la semaine dernière, je m'appelle Silouane parce que mes parents m'ont appelé donc Silouane, forcément. Et donc j'ai fait mes petites recherches. Et Silouane était un prêtre orthodoxe d'origine russe qui a passé l'essentiel de sa vie en Grèce sur le mont Athos. Et il s'avère. Alors déjà, là où ça cache quelque chose. Je ne sais pas si tes parents ou si ton frère ou si n'importe qui a fait le rapport, mais en fait, Silouane d'Athos, il est mort le 11 septembre 1938. Déjà comme par hasard, 11 septembre, ça devrait nous mettre sur la voie. 1938. Si tu soustrais 2001 à 1938, ça fait 63. Si tu coupes le 3 en 2 et que tu le retournes de 180 degrés, ça fait 2,6 à moitié. Si tu pousses le raisonnement jusqu'au bout, ça fait 666. Est-ce un hasard? Je ne crois pas. À mon avis, c'est pas clair tout ça. Bref. Toujours est-il que Silouane, l'Atonite, donc ce fameux prêtre orthodoxe, il a découvert qu'il était emprunt à l'orgueil et à la vanité. Et toi, en étant cycliste compétiteur du clergé et en essayant de défendre ton 5e titre dans quelques semaines, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une petite forme de vanité et d'orgueil chez toi qui te raccorderait à ce Silouane l'Atonite?
le moine? Oui, on peut le dire. D'abord, l'orgueil, c'est ce qui mourra un quart d'heure après nous. Dans mon expérience personnelle, dans la foi chrétienne, dans l'histoire des saints, enfin, on a tous de l'orgueil, hein. L'orgueil, c'est de croire qu'on va s'en sortir tout seul, de se tourner vers soi-même. Voilà, donc je dirais ça. Silouane, il a une grosse personnalité, c'est un homme entier. Voilà. C'était un bagarreur apparemment, hein. Ouais, il a Une manqué de force tuer. physique peu commune, me dit-on, Mm, mm, affligé d'un caractère violent et querelleur. ouais, Eh oui. il a manqué de tuer quelqu'un, il était capable Mm. d'avaler des omelettes de plusieurs dizaines d'œufs. Et en fait, il va vivre une conversion assez radicale qui va le conduire effectivement à rentrer au Mont Athos pour être moine. Et la phrase peut-être de Saint Silouane qui marque beaucoup, c'est tiens ton âme en enfer et ne désespère pas. En fait, Silouane, il va avoir une vision du Christ assez forte et il va, de cette vision du Christ, vivre sa vocation de moine, c'est-à-dire de porter le monde dans la prière. Voilà, c'est la vocation des moines, hein, de porter la vie du monde dans la prière. Donc d'être aussi proche de ces ténèbres, de toute cette nuit de nos contemporains, voilà, nuit de la foi, l'ignorance, le désespoir, et en même temps ne désespère pas, c'est-à-dire parce que le Christ nous donne cette espérance justement qu'après la nuit, qu'après la mort, il y a la résurrection, il y a Pâques. Et en fait, c'est marrant, mais j'ai eu beaucoup de mal à porter mon prénom à l'école et au collège, euh, voilà, parce qu'on me déformait en m'appelant notamment Macédoine, et ça m'agaçait. Et en fait, aujourd'hui, j'en suis très fier de ce prénom. Moi, je crois qu'on nos prénoms on les reçoit. C'est pas par hasard, je pense. Et en fait, c'est marrant. Mon père lisait la vie de Saint Silouane quand je suis arrivé au monde en 84, et assez naturellement, mes parents m'ont appelé comme ça. Donc, ouais, non, c'est une très belle figure de sainteté, vraiment très fort, qui me rappelle toujours que je suis d'abord un contemplatif dans le monde, mais je suis appelé d'abord à prendre du temps dans le silence pour contempler la vie du Christ, pour ensuite la transmettre euh, humblement comme je peux autour de moi. Et sur l'orgueil, justement, j'ai pas mal réfléchi là-dessus. Ben, je pense que il y a dans le vélo, qui est un sport très difficile, il y a aussi un nécessaire orgueil qui justement conduit à vouloir je pense, se dépasser, qui conduit à accepter davantage la souffrance aussi. Euh, Parce que je pense qu'il y a un lien étroit anthropologiquement entre la forte personnalité et l'orgueil. La question après, c'est qu'est-ce qu'on en fait. euh, Mm. Comment on l'ordonne, voilà, est-ce qu'on sait se remettre en question de temps en temps, est-ce qu'on s'enferme sur soi. C'est ça le défi, je pense. Est-ce que, parce que souvent dans les conversations que j'ai, dans ce podcast avec les athlètes, de tout niveau d'ailleurs, parce que je mets ça dans la catégorie athlète, ça pourrait sous-entendre que c'est, du haut niveau, mais non, c'est simplement pour moi ceux qui montent sur un vélo et qui font quelque chose. À partir de là, pour moi, ce sont des athlètes. Hem, Là, tu fais des courses à vélo, du clergé, donc dans une dimension plutôt corporatiste et sous l'influence de ton frère, tu vas découvrir l'ultra cette année. Donc c'est ce que ton frère m'a dit la semaine dernière dans son mail. Mon frère est un apprenti, coureur d'ultra et tu vas avoir tes 2-3 premières expériences cette année. Est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi envie d'expérimenter, une forme de souffrance, d'orgueil et d'apprentissage d'une humilité un petit peu différente, sur le vélo? Ouais, je crois. C'est vrai que donc moi j'ai d'abord fait du vélo avec mon ancien curé Jean-Marie. Après j'ai fait 2 ans de compétition, mais l'ambiance des courses sur route n'a pas convenu. Voilà, les bordures Mmh. en bosse. J'ai eu parfois des gars à la fin des courses se taper dessus et je me suis dit, je fais pas du vélo pour ça. Mmh. Voilà, et en fait j'ai vite compris que j'aimais toujours le vélo, mais qu'il fallait que je trouve la modalité. Et en fait, l'ultra, de ce que j'ai pu un peu découvrir, partager avec mon frère ou lire aussi un petit peu dans les différents témoignages, il y a en fait une entrée en soi-même. Il y a beaucoup de liens, je pense, entre l'ultra cyclisme et le trail longue distance aussi. J'ai pas mal lu Kylian Jornet, je trouve que c'est une personnalité intéressante, qui dit en fait qu'il y a un moment donné où ta tête, ton cœur doivent prendre le lead sur ton corps. Euh, et pour un peu sublimer la souffrance et essayer d'aller plus loin. Voilà.
Et en plus de ça, dans l'ultra, ce qui est très intéressant, je trouve, bah, comme son indique, c'est la longue distance. Moi, je trouve un miracle à chaque fois que j'enfourche mon vélo de me dire que mon vélo va me conduire. J'étais à Paris aujourd'hui voir mon accompagnateur spirituel. Bah, voilà, je suis parti de la rue de Rennes et 3 heures après, j'arrivais à Odo. C'est tout bête, mais je trouve ça incroyable. Et du coup, l'ultra fait ça puissance 10. Et puis, il y a la nuit aussi dans l'ultra. Moi, ce qui m'attire beaucoup, depuis que maintenant je me suis mis au vélo taf, c'est que souvent je rentre de nuit de mes activités paroissiales. Et donc, la nuit, c'est un monde aussi à part. Tu vois les animaux beaucoup plus, beaucoup mieux. C'est très calme, c'est très silencieux. En même temps, tu maîtrises pas tout. Et ouais, il y a tout ça qui m'attire dans l'ultra, vraiment. Avec le côté nature aussi, je pense. Parce que du coup, notre orgueil, il est aussi remis en place avec cette nature qu'on maîtrise pas, la météo, la, voilà, les conditions climatiques, les problèmes mécaniques, et qui nous remettent aussi à notre juste place de créature, justement, dans ce que pour nous, comme chrétiens, on appelle la création. Donc également pour replacer, tu fais toutes tes activités, paroissiales à vélo? Donc ça veut dire quoi? En fait, en 2016, j'ai rejoint un ami prêtre, Paul Bénézit, on fera du vélo lundi prochain, qui est dans le Loiret. Il était en études à côté du Mont Ventoux, et on a fait le Ventoux ensemble. Et en fait, j'ai eu une grosse, grosse défaillance physique. Lui, il volait, quoi, il avait une condition incroyable. Et la conclusion de cette expérience a été de se dire qu'en fait, lui, il faisait beaucoup de ses déplacements en vélo. Et en fait, j'ai vite compris que comme prêtre, je pourrais plus avoir, comme quand j'étais au lycée, des plages horaires de 3, 4, 5 heures plusieurs fois par semaine pour pédaler. Et je me suis dit, en fait, il faut joindre l'utile à l'agréable. Donc, je me suis mis au vélo taf. Donc, pour être concret, j'ai entre 50 et 100 km par semaine, donc du mardi au samedi, de déplacement dans ma paroisse. Voilà. Et je fais ma grosse sortie le lundi, qui est mon jour de repos. L'autre chose qui m'a mis au vélo taf, c'est Jean-Yves Urvois, curé à Arles, qui est un prêtre qui a été en mission à Cuba. Il a monté un club de vélo là-bas. Et quand il est revenu, il a dit: je veux plus de bagnole. Et donc, il a eu l'audace de tout faire à vélo, avec aussi ce côté témoignage, lien à l'écologie, parce que bah, du coup, pas de bagnole, donc du coup, tu as un autre rapport à l'environnement, tu as un autre rapport au temps, tu fais moins de choses, et puis aussi plus sociable, parce que du coup, je covoiture euh, régulièrement, je prends les transports en commun davantage. Je suis quand même frappé, hein, Ono, tu as 50% des gens qui bossent en Ile-de-France, de voir le nombre de gens tout seuls dans leur bagnole le matin, les uns après les autres, au bouchon. Voilà. Donc il y a ça, et puis très, très, très personnellement, je prie à vélo, je réfléchis à vélo, et je suis en fait calme et disponible, quoi. Voilà. J'étais parfois surpris de confrères prêtres, stressés, nerveux, acariâtres, désagréables, et je veux pas être, enfin, je veux être un prêtre heureux, souriant. Et le vélo, pour moi, est vraiment un équilibre. Lance Armstrong disait: le vélo est ma meilleure thérapie. Quand on lui demandait après votre retraite, est-ce que vous continuerez le vélo? Et il disait: bah oui, c'est ma meilleure thérapie. Et moi, c'est un lieu vraiment de vie pour moi, clairement. Ouais. Mmh. Et puis tout, en fait, mes supérieurs, tout le monde m'encourage à continuer cela. Donc c'est pour ça que j'ai adopté le vélo taf de manière très forte. Et puis les deux crises concomitantes du Covid et de la guerre en Ukraine, avec la hausse des carburants aussi, m'a aussi encouragé à ça. Bon, t'as pas manifestement, comme tu dis, t'as pas attendu non plus ces 2 crises, majeures pour te mettre au vélo taf. Non, mais Donc ça n'a fait que confirmer, en ça a fait. confirmé déjà Ouais, cette envie. ouais. Mmh. Aujourd'hui, donc tu étais à Paris, ça veut dire que tu as fait l'aller-retour ou tu as juste fait un aller-retour en TER? J'ai fait aller en TER et retour à vélo, parce que Ouais, souvent le dimanche je suis pris tard, donc en général je vais en train et je reviens à vélo. d'accord. VTT aux routes. Tu rentres en VTT éventuellement? Ouais, Ouais. la route, la trace VTT est très belle, Mmh. magnifique. Et Ah ouais? voilà. Ouais, ouais, bah, grâce à Komoot, là, que mon frère Thibaut m'a fait découvrir, Ouais. il y a une belle trace. Mais là, comme j'ai championnat dans 3 semaines, il faut que je peaufine les réglages de mon vélo de route, ma position. Donc là, faut que je borne sur. Il faut que tu bornes un peu parce que sinon ouais. Donc ouais, surveille bien le retour de Hugo, en Eure-et-Loire après les classiques. Là, tu te feras une séance de derrière mobilette, lui il fera sa récup, toi tu seras à fond derrière.
Donc pareil, hein, pour placer notre voisin Hugo Page qui court dans l'équipe Wanty Intermarché. Là, il est sur les classiques. Il a fait quelques classiques en Belgique, semi-classiques. Là, il était sur une course à Vitré en Bretagne. Et on le voit régulièrement. Quand on regarde les courses sur Eurosport, on voit régulièrement Hugo à l'avant ou dans les échappées. Et c'est vraiment agréable. Et quand on roule avec lui, bah, on se rend compte de la différence de niveau qu'il y a entre un pro et les galériens comme nous. Donc c'est super cool. Du coup, je te ferai voyager un petit peu parce que tout à l'heure, tu m'as dit que ton père, quand tu étais petit ou ado, te lisait l'Exode de Moïse. Eh bien, moi, je t'emmènerai au mont Sinaï. Alors, pour info, le mont Sinaï est un lieu saint qui prend une place importante dans les religions monothéistes méditerranéennes. Ça, n'importe qui le sait. C'est là que dans la religion hébraïque, Moïse, après avoir libéré le peuple hébreu d'Égypte et après avoir traversé la mer Rouge, qui se referma ensuite sur l'armée égyptienne. Et je n'ai pas fait le copier-coller du reste du paragraphe. Donc je vous laisse aller voir sur Wikipédia pour avoir la suite de l'épisode. Toujours est-il que dans la forêt de Dreux, au nord de la forêt de Dreux, donc à quelques kilomètres de chez nous, il y a un lieu-dit qui s'appelle le mont Sinaï. Alors, il y a 2-3 semaines, j'ai roulé avec l'Orléanais Monsieur Fall et on a ricané sur un lieu-dit qui s'appelait la Frileuse. Et je me doute que ce n'est pas avec toi que je vais pouvoir rigoler sur ce type de blague. Donc, nous, on va se concentrer plus spécifiquement sur le mont Sinaï. Donc, je te propose que l'on aille rouler bientôt au mont Sinaï. Avec Qu'en plaisir. penses-tu? Bah écoute, Parce ça qu'un me des paraît un trucs bon programme. un des trucs les plus rigolos que l'on a en France, c'est quand même de découvrir la variété des lieux-dits et la bizarrerie de certains lieux-dits. Donc là, avoir le lieu-dit Mont Sinaï en pleine forêt de Dreux, Eure-et-Loir, eh ben, ça mérite une balade à vélo. Qu'en penses-tu? Eh ben, je suis impatient de découvrir. Si tu me disais quels sont tes projets d'ultra pour cette année, je sais que tu as une traversée des Alpes avec ton frère, si j'ai bonne mémoire. Alors, j'ai une traversée des Alpes avec mon frère Jean-Yves, donc, qui est prêtre à Hmm. Arles, mon frère dans le sacerdoce. Euh, on fait, donc, ça s'appelle Vélo l'Alto. C'est une reprise du bienheureux Pier Giorgio Frassati, un jeune saint qui est mort à 25 ans, qui faisait de l'alpinisme, qui disait toujours verso l'alto, vers la hauteur. On va faire une belle boucle de 500 bornes et 11 000 de D+, euh, entre Annecy et la Haute-Savoie. Pour la deuxième année, je partage l'aventure. En fait, on va marcher on va rouler à la mémoire de Pierre et Charles. La cordée Pierre et Charles, c'est deux jeunes frères jumeaux qui se sont, qui ont dévissé le 24 décembre 2014. Et en fait, on fait étape dans la famille de Pierre et Charles, au-dessus de Naves. Voilà, un peu en leur mémoire aussi pour se rappeler toujours ce lien sport et foi. En deux mots, en fait, ce qui est fort chez Pierre et Charles, en fait, ils sont partis le 24 décembre, deux bons alpinistes, et l'un des deux était photographe. Et en fait, ils ont dévissé, on n'a jamais trop su pourquoi. Et au printemps, le GIGN recontacte leurs parents. Et en fait, ils ont retrouvé l'appareil photo d'un des deux. Et sur les photos, on voit les derniers moments avant qu'ils dévissent. Et du coup, les parents témoignent des deux moments importants de notre vie, comme le dit la prière du Je vous salue Marie, maintenant et à l'heure de notre mort. En fait, la photo montre le maintenant de leur expérience et annonce leur mort. Donc voilà, c'est en même temps plein d'espérance. Donc on médite un peu là-dessus pendant 6 jours. Premier projet. Et puis le deuxième, donc j'ai prévu avec Thibaut 3 jours dans le Limousin à VTT. Euh, les Alpes, ce sera bikepacking, mais enfin, on porte nos affaires, mais on loge dans des sanctuaires. Et Mhm. ce qui est une première pour moi, hein, j'ai toujours eu une voiture d'assistance, donc là, ça va être nouveau. Et avec Thibaut et un de nos amis Aurélien, on va faire 3 jours dans le Limousin en bikepacking intégral pour le coup, à VTT. Est-ce que tu me dis ce sont des premières? Qu'est-ce qui entre guillemets, qui t'inquiète ou peut-être qui t'intimide, sachant que malgré tout, tu vas être accompagné par ton frère, solide rouleur?
J'ai envie de partager son expérience, parce qu'il commence à avoir une belle expérience dans le backpacking, et puis de prendre du plaisir. Euh, voilà, donc mon éventuelle appréhension, c'est de pas être assez en jambes pour pouvoir vraiment suivre et prendre du plaisir. Euh, le reste m'inquiète pas trop. Euh, et pareil pour les Alpes, en fait. L'an dernier, on a fait les Alpes et j'avais peu de bornes. J'ai mal géré mon rythme, du coup Mm. j'ai un peu fait de lactique, j'ai pas assez bien géré, donc ça m'a motivé cette année pour faire un bon hiver et arriver vraiment avec des bornes cet été. Qu'est-ce que là, tu l'as dit, parce que finalement, une des erreurs que l'on retrouve, fréquemment, chez les débutants, dont j'ai fait partie et dont je fais encore un petit peu partie, c'est la gestion de l'effort finalement. Mm. Ouais. C'est qui est un petit peu le corollaire de ceux qu'on décane, c'est d'aller trop vite et puis à un moment d'exploser. Comment tu abordes ça justement, cette gestion de l'effort? D'abord, c'est bien se connaître. Moi, je pense que là encore, la règle des pros de dire que tout ce qu'on, il faut toujours avoir testé la nourriture, la boisson, le matériel, donc de bien se connaître, combien d'heures de sommeil j'ai besoin, de savoir comment on roule de nuit. Vendredi, là, je retrouvais des jeunes dans un collège à côté de Chartres. Je me suis pris une grosse averse de neige, mais en fait, j'étais super content en arrivant. Armstrong disait, en fait, plus tu as essuyé de conditions à l'entraînement difficiles, et plus tu es serein le jour de l'épreuve. Donc, il y a ça pour moi, bien se connaître. Et puis, en garder toujours sous la pédale. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment découvert, Mmh. de toujours se dire que il faut toujours pouvoir en garder. Ça, c'est important. Et puis être à l'écoute de son corps, voilà, pour aussi savoir parfois lever un peu le pied, savoir laisser partir l'autre un peu devant et pas vouloir toujours être premier. Ça, je pense que c'est important. J'ai été assez bluffé, là, j'ai suivi de près le Tour des Flandres hier, et de voir la manière dont Van Der Poel gère son effort. Il paraît un peu juste au moment où Pogacar met l'ultime attaque à 55 bornes de l'arrivée. Et en fait, il gère en fait impeccablement. Enfin, il arrive au sprint et il part moins de 500 mètres avant l'arrivée. C'est intéressant, alors que les commentateurs disent, bah, Pogacar était sûrement le plus fort physiquement, mais Mais même Van Der Poel l'a dit, c'était lui le plus fort, mais il a vraiment foiré son sprint. Mais c'était lui voilà, le plus fort. Même voilà. Van Der Poel l'a dit hier. Ouais. Donc voilà, tu vois, derrière ça, il y a aussi l'intelligence, la connaissance, mais aussi c'est ce Mmh. que j'aime bien dans le vélo, c'est la réflexion, la manière de gérer. C'est très tactique. Que ce soit à l'entraînement comme en course, qu'on soit pauvre amateur comme moi ou des pros, ça- c'est c'est hyper important de réfléchir son effort. Voilà. Tout à l'heure, en préambule, tu me disais, que tu es content d'en apprendre un petit peu plus sur toi. Est-ce que tu t'attends à découvrir des choses, inattendues? En général ou sur le vélo? Bah, sur le vélo et en général, oui, parce qu'on découvre, ça fait ressortir certaines facettes ou ça fait, avec la fatigue éventuellement, l'énervement, ça conduit à des états un petit peu bizarres de temps en temps donc Sur le vélo, je dirais d'aller puiser dans des ressources insoupçonnées. On parle souvent du second souffle en compétition, mais en tout cas, oui, de ouais, d'aller au bout de soi-même, quoi, de mieux puiser dans ses énergies, de mieux gérer sa force, son effort, de mieux gérer la fatigue, de mieux gérer les défaillances. Et je pense que de faire 6 jours consécutifs dans les Alpes ou 3 jours dans le Limousin, avec des conditions pour le Limousin de nuitée en pleine nature, ça augure sûrement d'aller au fond de ses ressources. Donc voilà. Et puis après, dans le reste de la vie, bah, ouais, ma richesse comme prêtre, c'est la diversité des rencontres que je peux faire, des personnes que je peux faire. On est vraiment. Je ne sais pas si j'avais fait un autre métier, si j'aurais pu rencontrer autant de gens. J'ai j'ai 38 ans, j'ai l'impression d'avoir déjà beaucoup touché du doigt ce qu'est l'humanité.
voilà, enfin, quand je regarde une journée, je vais passer 2 heures au collège, après je vais dans une famille, après je vais faire des obsèques, le soir j'ai une réunion avec des quadras, enfin, et ça tout le temps. Mm. Donc l'imprévu, il est surtout par les rencontres. Je dirais que sur le vélo, rencontre avec soi-même, un peu de partage avec ceux avec qui on partage l'expérience, et puis dans ma vie de prêtre, avec d'autres rencontres avec d'autres personnes. Et puis j'ai toujours aussi à cœur de nourrir des liens avec le milieu le milieu du cyclisme, bah, comme on l'a fait ensemble en ce moment. Je pense aussi à toute l'équipe de Décathlon Mainvilliers, avec qui on est en partenariat pour le pèlerinage VTT que j'organise depuis 5 ans Mm. maintenant. Oui. J'aime bien, là euh, j'ai euh, notre cher coureur de Cofidis, là, qui est philosophe, Guillaume Martin, qui vient de Mm. sortir un livre sur le lien entre le peloton et le collectif dans la société. Je me dis qu'un jour, j'aimerais aller le voir dans sa Normandie et qu'on parle un peu philo ensemble. Donc, non, il y a encore beaucoup à découvrir, je pense. Mm. Bon. Ah oui, non, mais là, Silouane, je suis pas content du tout, hein. Parce que j'essaye de faire de mon mieux avec mes capacités générales pour mener un épisode, et c'est quand je coupe l'épisode que tu me fais des réponses aux oignons. Alors, je suis désolé, mais c'est reparti, mon gars. Là, fallait pas chercher la merde. Bon, alors, je te disais, ce qui est intéressant, c'est que tu me parlais de vélo, de Lance Armstrong, et c'est clair que tu es passionné. Mais concernant l'ultra, tu as lu des trucs, tu es influencé par ton frère, tu as une envie brûlante, il y a pas de problème, mais ça se ressent que tu ne sais pas du tout à quoi t'attendre et que tu ne sais pas du tout, dans quoi tu t'engages. Et là, je t'invite à me refaire ta réponse spontanée qui ne le sera pas du tout, bien entendu, mais, à répéter au mieux ce que tu viens de me dire. Ouais, l'ultra, c'est quelque chose d'inconnu pour moi. Pourquoi j'y suis venu? Parce que mon frère s'est lancé dedans il y a 3 ans. Et moi, j'avais besoin d'un second souffle dans ma pratique du vélo, de l'endurance d'ailleurs. Pour mes 30 ans, il y a 8 ans, j'ai fait le marathon de Paris, le Ventoux, et en franchissant la ligne d'arrivée du marathon, je me suis dit, bon, bah, ton prochain truc maintenant, c'est l'Ironman. Un truc un peu de malade. Et puis mon confrère et ami Paul, qui est prêtre à Orléans, qui fait du triathlon, m'a aussi pas mal initié à partager son expérience du triathlon. Il n'a jamais fait Mmh. d'Ironman, mais en tout cas, il envisage un jour. Et puis, nageant comme un fer à repasser, je me suis dit que je ne ferais jamais l'Ironman parce qu'on ne peut pas tout faire, parce que l'Ironman, ça demande beaucoup de sacrifices, que c'est cher et qu'on ne peut pas tout faire. Et en fait, l'ultra m'intéresse parce que l'endurance, pour moi, elle est très liée à la fidélité et à l'engagement et les sacrifices qu'on peut faire dans l'ultra, dans la préparation d'un ultra et dans l'ultra lui-même, pour moi, sont très liés voilà, au renoncement qu'on peut faire pour tenir à dire un engagement comme le sacerdoce, et aussi dans notre vie quotidienne, de tenir des petits oui. Donc, effectivement, c'est une terre inconnue. Et en fait, l'inconnu, moi, cet inconnu-là, en tout cas, m'attire. Donc, j'ai beaucoup partagé, beaucoup discuté, beaucoup lu de trucs. C'est vrai que maintenant, j'ai envie de l'expérimenter, de le tester, en tout cas. Quand tu dis, il y a un lien dans l'endurance, entre l'endurance et la fidélité et l'engagement, tu parles de quelle notion d'engagement et de fidélité? L'engagement et la fidélité dans la foi? Je suppose évidemment? Ouais, en fait, Ouais. en ma première année de formation au séminaire, je parlais à au responsable de la maison, le père Guy Descales, je lui parlais d'un bouquin dans Samsung qui s'appelle Chaque seconde compte. On était au dîner, et du coup, je lui ai parlé du bouquin un peu emballé, donc je suis allé chercher le bouquin dans la piole, je suis redescendu, je l'ai posé sur la table, et il l'a pris, et il dort encore moins que moi, et le lendemain matin au petit-déj, il y avait à côté de mon bol une fiche de lecture, une synthèse du bouquin. Et dans cette synthèse, en fait, il a fait un parallèle entre l'assiduité d'Armstrong dans ses entraînements, notamment l'hiver, quand t'as pas envie d'aller au riz parce qu'il fait froid, parce qu'il pleut et parce que t'as pas envie, Mmh. et la fidélité dans la prière. Et en fait, il disait ce que fait Armstrong de fidélité dans ses entraînements assidus, quel que soit le temps et la météo, c'est ça qui lui donne d'être présent à 100% en juillet sur le Tour de France. Et il nous disait, bah, vous les gars, si un jour Mmh. vous êtes prêtre, c'est votre fidélité dans votre vie quotidienne, dans votre prière, qui vous permettra aussi d'être toujours à 100%. Et donc, en fait, j'ai toujours gardé ça en mémoire. Et moi, l'endurance,
qu'elle soit à vélo, à pied, en course, m'a toujours. Enfin, je pense que j'ai un goût de l'endurance parce que ça nourrit aussi ma manière de rester dans l'engagement et de rester fidèle. Voilà. Je suis clairement plus en forme, je suis plus disposé, je suis plus apaisé quand je pratique mon sport régulièrement que quand je peux pas le pratiquer. Je suis moins alerte, je suis moins vif, je suis plus mou quand je fais moins de sport. Et donc je pense que l'endurance, la pratique de l'endurance, spécialement dans le vélo, par les distances qu'on peut faire par les découvertes, elle entretient notre fidélité à nos oui dans, dans notre famille, dans notre travail, dans notre amitié, dans les engagements qu'on peut faire. Je crois vraiment. Ouais. Est-ce que ça signifie qu'en fait, tu es déjà un coureur d'ultra sans avoir fait, la moindre, en tout cas sans le savoir, dans la mesure où finalement, ton engagement en tant que prêtre et dans la foi, c'est de répéter tous les jours la même chose, qu'importe l'envie, la baisse de motivation, peut-être la baisse de sens, etc. Est-ce qu'il t'arrive justement des fois de douter, de douter de toi, de douter de ton engagement, de te demander pourquoi tu fais ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? De la même manière que sur un ultra, à un moment donné, on va se dire: «Putain, mais qu'est-ce que je fous là? À quoi ça sert? À quoi ça rime? Qu'est-ce que je fous là?» Est-ce que ça t'arrive? Le qu'est-ce que je fous là, je me suis surtout dit dans des moments où sur mon vélo, j'étais pas au top de ma forme. Je pense à certaines ascensions dans les Alpes où je suis arrivé avec peu de bornes, voilà, chaleur, fringale, à plus savoir où j'habite, et en me disant mais qu'est-ce que tu fous là? Donc ça clairement, voilà. Douter de ma vocation, non, parce que je crois vraiment que j'ai toujours vraiment, je crois que j'ai vraiment reçu cette vocation, que Dieu m'a appelé, que j'ai répondu. Douter de moi, oui, oui, parce qu'effectivement, parfois, moi, je peux être maladroit avec les gens, je peux avoir un projet mais qui peut mon projet et je me gourre. Et là, je me dis, bah ouais, t'as pas vu juste, t'as pas assez pris conseil, t'as pas assez prié. Donc, Mmh. ouais, je pense que le doute sur moi, il est aussi mon moteur. Ce qu'on disait tout à l'heure au début de l'émission sur l'orgueil, je pense que si j'étais complètement tout le temps sûr de moi, bah en fait, enfin, je m'enfermerais et puis je serais invisible et surtout je serais rigide, je bougerais plus. Donc, ouais, douter de soi, mais pas un doute permanent en me disant, voilà, je Mmh. pense que j'ai quand même une certaine assurance quand je suis avec les autres, quand je parle, mais j'ai une part en moi que je sais, je pense remettre en question à l'aune aussi des réactions des autres quand elles sont constructives, pas quand c'est critiqué juste pour critiquer et qui du coup m'aide aussi à me réajuster en fait. Voilà. Comme tu disais, l'ultra c'est tous les matins la même chose. Il y a cette répétition, hein, comme un musicien va faire ses gammes tous les jours. C'est tous les jours pareil et tous les jours nouveaux. Parce que chaque jour, bah, si ton entraînement, tu te donnes, aujourd'hui je vais travailler les côtes, demain je vais travailler ma vitesse, après-demain je vais travailler mon sprint, tu peux quand même renouveler aussi. C'est ça qui est intéressant, je trouve. T'as des réflexes, t'as des repères, tu sais que si tu fais du 30 ans, tu fais du 30-30, si tu te fais 10 bosses, tu te fais 10 bosses, mais la manière de vivre, tu peux quand même la renouveler, je pense. Dans ce souci toujours de progression, de mieux se connaître et d'optimisation, quoi. Ça veut dire que tu n'as jamais douté de ta vocation et pas de ta vocation, mais de ta capacité à répondre à l'appel? En fait, avant d'être ordonné, tu passes voilà, bah, au séminaire, quand tu es à l'école des prêtres, bah, tu te dis, est-ce que je suis appelé ou pas? Voilà, tu te poses cette question et l'Église se la pose avec toi. Et puis, il y a un moment où, bah, voilà, quand l'Église, elle valide ton choix, tu te dis, bah, oui, c'est ça. Donc, avant d'être prêtre, tu te poses plein de questions. Mais depuis que je suis prêtre, je crois vraiment avoir ce que j'appelle moi cette grâce, en tout cas, de, de croire que je suis à ma juste place. Ouais. Parce qu'en fait, ça va faire 10 ans en juin que je suis prêtre et j'ai l'impression toujours de grandir. C'est ça qui est incroyable. En fait, je suis pas, je crois que je suis encore m'émerveiller voilà, de sourire d'un jeune qui a retrouvé un peu de l'espérance ou autre. Et c'est là où je me dis que je crois que je suis à une place. Ouais. Quand tu vois les autres, quand tu vois que ta présence peut rendre les autres heureux ou peut leur permettre de prendre leur place, de, Monseigneur Penseur, le évêque de Chartres, il disait être prêtre, c'est être au service de la vocation des autres.
comme toi, comme entraîneur, tu fais advenir tes athlètes. Voilà, tu leur permets je pense, de devenir meilleurs d'eux-mêmes, de savoir quelles sont leurs forces et leurs limites. Quand tu vois quelqu'un qui grandit, quand tu vois une dame seule, veuve, qui retrouve le sourire, un gamin complètement fermé qui s'ouvre, bah voilà, moi je me dis, bah oui, je crois que je suis à ma place. Ouais. Alors, je laisse passer un petit peu de temps parce que je vois pas ce que je pourrais dire de mieux que ça et comment je pourrais rebondir intelligemment, donc je préfère m'évanouir discrètement. Est-ce que pour toi, ces premières expériences, tiens, on va commencer, on va prendre la réflexion à rebrousse-poil. Qu'est-ce qui te fait rêver en ultra? Quelles sont les épreuves ou les périples, les voyages ou les distances qui seraient à même de te faire rêver? Euh, une traversée de la France. Euh, ça j'ai Ça vraiment. existe déjà, c'est bon. Ouais, Dans, j'ai dans envie. tous les sens, sur la route et dans les chemins. Il y a Brest-Menton, parce que Ouais. je connais peu la Bretagne. J'ai eu la chance de descendre 3 fois les Alpes à vélo, donc je connais bien la route des Alpes, mais voilà, Brest-Menton, il y a ça, il y a la Via Franciliana, la voie francilienne qui part de Canterbury pour aller jusqu'à Rome. Ça, c'est un Mhm. truc qui me brancherait bien. Il y a de descendre avec mon frère Thibaut chez nos parents qui sont dans les Alpes à 600 bornes. Thibaut a déjà la trace sur le Garmin, il n'y a plus qu'un. Mhm. Un de mes rêves, c'est de traverser les Pyrénées d'est en ouest, parce que ça, j'ai jamais fait. Enfin, est-ouest ou ouest-est, peu Mhm. qu'importe, mais voilà. Et puis, dans les épreuves renommées, je suis assez marqué quand même par Axel Carion, que j'écoute beaucoup. Enfin, voilà, je le trouve très simple, très concret, très pédagogique aussi, hyper précis. Donc, une traversée de la Corse ou la Race Cross France, j'avoue que Mhm. ouais, ça m'attire pas mal. Est-ce que les expériences qui viennent là, tu les considères un petit peu comme un rite initiatique? Est-ce qu'il y aurait un petit côté comme ça, parce on peut parler de prise d'expérience, mais dans ton cas, est-ce qu'il y a un petit côté rite d'initiation, un truc comme ça? Ouais, je crois, ouais. Initiation, pour moi, c'est faire entrer dans quelque chose de nouveau. Et de fait, c'est deux expériences que je vais faire, que j'ai encore jamais faites. Donc je pense que j'attends beaucoup de ces expériences justement pour mieux me connaître, pour mieux voir les points à améliorer, ce qui marche aussi bien. Mm. Donc ouais, non, je suis assez impatient de ça, pour ça, ouais, ouais, clairement, ouais. Mm. Et quand est-ce que tu pars seul? Parce que là, tu pars avec un Mm. frère, avec ton frère. Quand est-ce que tu pars seul? Bah, en fait, la majorité du temps, je roule tout seul, comme Oui, tout le mais vélo sur un long périple. Quand est-ce que tu vas partir seul? Hmm. Faire une traversée, un Brest-Menton que je te déconseille vivement, un part de Poitiers. Ça suffira. En fait, je pense un jour, j'ai un confrère prêtre du Nord, qui est dans l'équipe championnat de France, Bertrand, qui prend, je sais plus si c'est 3 ou 6 mois en gravel Mm. pour faire un tour de France à vélo tout seul. J'ai dans la tête un jour, mais bon, si les circonstances s'y prêtent et si mon évêque me le permet, parce que c'est à lui que c'est lui qui me confie l'émission. En tout cas, j'aimerais un jour prendre mon vélo plusieurs mois pour un peu relire ma vie euh, et voilà, faire le point. Ça, j'ai ça en tête en tout cas. J'ai ça Mm. en tête. Mais c'est vrai que l'été, comme c'est ma période de vacances la plus longue, c'est vrai que j'aime bien partager ça avec d'autres. Mais il y a une Mm. dimension de la solitude dans l'ultra qui m'intrigue, qui m'attire, effectivement. Oui, ça, Qu'est-ce qui c'est clairement. t'intrigue dans la solitude? Parce que déjà, tu la vis quand même pas mal. Bon, alors, tu as des journées actives où tu vois plein de monde, mais tu as aussi des longs moments de solitude. Alors, qu'est-ce qui t'intrigue dans cette... qu'est-ce... Tu en veux encore plus? Bah, en fait, c'est l'autonomie dans la gestion de soi et de son matos. Moi, c'est ça qui m'attire dans l'ultra. Je lisais notamment les récits de la French Divide aussi, et enfin, mon frère Thibaut caresse toujours l'espoir de la faire un jour, et voilà, il disait, quand je lui ai dit éventuellement que je serais content de l'accompagner, il m'a dit, bah, c'est une épreuve où il faut pas attendre l'autre. C'est Mm. très, voilà, il faut être à l'écoute de soi,
Peut-être que quand t'es deux, il y en a un qui veut arrêter pendant que l'autre veut continuer à rouler alors qu'il fait nuit. Il y en a qu'à faim, l'autre pas. Ouais, une entrée en soi-même, enfin un approfondissement à l'intérieur de soi pour justement mieux se connaître et mieux gérer, clairement. Je reviens un instant sur le mont Sinaï, parce qu'en fait, j'avais pris plusieurs bouts de citation, et il s'avère que le mont Sinaï, par les théologiens, est souvent appelé le Sinaï mystique, et là je vais essayer de dire correctement, comme étant un rite d'initiation consacrant une spiritualité ascendante devant mener à la découverte d'un moi supérieur, situé en son sommet qui devient alors la symbolique du but à atteindre, demeurant au cœur de nombreuses pratiques initiatiques d'inspiration chrétienne, chiite et soufie. Est-ce qu'on peut alors considérer que le rite ou qu'un rite d'initiation ou que les trucs que tu vas ou les voyages ou les périples que tu vas accomplir dans les mois à venir sont une manière d'aller un petit peu plus loin dans la découverte, dans ta découverte? Quelque chose qui ne Oui, serait qui va t'emmener peut-être plus loin que entre guillemets la simple spiritualité ou qui va être qui va en être le complément idéal? Et c'est oui, je quoi dirais. alors? Je vais te poser une question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est quoi un moi supérieur? Hmm. C'est quoi un moi supérieur? Bah Alors pour, si toi aussi tu cales, on va pas s'en sortir, hein. non, mais comme chrétien et comme prêtre, son moi, on le découvre dans la personne du Christ, parce qu'il nous a créés, parce qu'on est fait pour lui, on est fait pour vivre cette amitié avec lui. Hein. La lettre aux Philippiens de Saint Paul aux Philippiens, hier à la messe, disait ça. Hein, voilà, je prends comme unique avantage le Christ, il m'a saisi, et c'est lui ma raison d'être. Donc Mhm. le moi, il est tourné vers le Christ qui nous donne de voir à quoi on est appelé, qui on est. Donc voilà, j'aime bien le philosophe Bachelard qui dit le moi s'éveille par la grâce du toi. Enfin, Bachelard met en avant la dimension de la relation, l'être humain comme personne relationnelle qui est faite pour cette relation et c'est par l'autre. Je pense que tu le vis dans ta famille, tu le vis aussi avec tes amis cyclistes. C'est par l'autre que tu te révèles. Euh, voilà, donc le moi supérieur, c'est peut-être au fur et à mesure du temps, avec beaucoup d'années, beaucoup d'expériences, beaucoup d'erreurs, beaucoup de chutes, arriver à cette certaine sagesse aussi justement de grandir. Le supérieur comme une progression, toujours comme une élévation. Je dirais ça. T'es bloqué là? Parce que Non? moi j'ai plus d'image là. Ah, non, non, Ah, je te vois. là, ah tu me vois, d'accord. Ah ben ça y est, tu es de retour parmi nous, très bien. Euh, Également tout à l'heure tu m'as dit que tu organises un pèlerinage VTT. Est-ce que tu peux m'en dire plus et à quoi ça sert d'organiser un pèlerinage VTT? Depuis que je suis prêtre, tous mes confrères prêtres, mon évêque me disent organise un truc pour les jeunes. Et comme j'aime bien les choses précises et bien faites, j'ai mis du temps à voir ce que je pourrais faire. Et en fait, le pèlerinage VTT, je suis allé voir un confrère dans le Val d'Oise, à Cergy, là, Nicolas Joly, qui organise un PL VTT. Je suis allé aussi en Auvergne. J'avais deux confrères prêtres qui organisaient des trucs qui tenaient la route, parce que c'est des prêtres qui tenaient la route, donc je suis allé voir ce qu'ils faisaient. Et en fait, le PLVTT, c'est une association qui est née en 2001 à Rocamadour. C'est trois prêtres au mois de mai 2001 qui se disent cet été, on va emmener des jeunes à vélo à Rocamadour. Rocamadour, c'est dans le sud de la France. C'est une montagne sur laquelle la Vierge est apparue à un certain Amadour, Roc, la montagne, Amadour, le saint. Et en fait, j'ai monté une équipe de gens qui aiment les jeunes, qui aiment le vélo. Et en fait, on s'est rattaché à cette association. Donc le PLTT, c'est 5 jours à vélo pour des collégiens, du lundi au vendredi, et on arrive en fait à la cathédrale de Chartres. Voilà. Avec quatre piliers, enfin quatre points de progression de dépassement, l'aspect physique, un effort sportif. Tu as des collégiens qui sont des prodiges du vélo et d'autres qui savent à peine tenir sur vélo. Un aspect fraternel, la vie en équipe, la vie en communauté, parce qu'on campe pendant 5 jours. L'aspect culturel, parce qu'on va à la découverte du patrimoine, d'un environnement, ça se passe en Eure-et-Loire. Et puis l'aspect spirituel, parce que
c'est prier 5 jours, voilà, de prier avec la Vierge Marie, on appelle ça les mystères du chapelet. Pendant 5 jours, on médite des parties de la vie du Christ. En équipe, les collégiens se retrouvent avec des questions, ils échangent, prennent 10 minutes de silence par jour. Et puis on finit donc à un lieu, à un sanctuaire marial, un sanctuaire où la Vierge Marie est vénérée. Les 4 premières années, on a fini à Rougemont, c'est le sommet de l'Eure-et-Loire, dans le Perche, où j'ai été prêtre pendant 7 Mhm. ans avant d'arriver au dos. Et cette année, on arrive à la cathédrale de Chartres. Ça se passe quand, ça? Le PLVTT, c'est du lundi 18 au vendredi 21 juillet prochain. Voilà, il y a 70 collégiens, 20 lycéens et 50 adultes bénévoles, parce qu'on a un camp itinérant avec une cuisine autonome. Donc c'est une grosse organisation. C'est un petit tour de France. Et le vélo sert à quoi là-dedans? Est-ce que c'est le petit ingrédient supplémentaire qui permet de lier les jeunes autour d'un effort et de cristalliser cette notion de collectif, de fraternité, etc. En fait, le pèlerinage, le principe du pèlerinage, c'est un mouvement, c'est faire un chemin. Voilà, donc tu as des pélés à pied, c'est les plus classiques, tu as des pélés en cheval, tu as des pélés en voiture, en car, en avion. Et donc le vélo, c'est un motif en fait de vivre un déplacement physique à vélo. En fait, ça te permet aussi de bouger intérieurement. C'est ça le principe. Et en fait, les collégiens font tous du vélo. Enfin, moi, dans tous les villages de ma paroisse, dans les 28 villages Mm. de la paroisse, tu vois sur chaque place du village, autour de la mare, des jeunes collégiens qui sont avec leur vélo à jouer. Donc, c'est assez naturel pour un collégien de prendre un vélo. Et du coup, c'est une manière aussi de montrer ce lien entre le sport et la foi, de montrer aux jeunes que bah, la foi, c'est pas juste dans l'église, que les prêtres, on est aussi des êtres humains, on sait mettre un maillot, un cuissard. Voilà, donc c'est une manière aussi de vivre une expérience de foi dans un autre cadre qu'un cadre du bâtiment église classique. Quand tu dis utiliser le vélo, ça permet de bouger dans sa tête, ça veut dire quoi? En fait, c'est le mouvement physique implique un mouvement intérieur. Le fait de se lever le matin, de marcher ou de faire du vélo, euh, de partir d'un endroit, de faire des étapes, d'aller d'endroit en endroit, ça permet de bouger intérieurement. Donc, ça te permet de découvrir des lieux que tu connais pas, c'est l'aspect culturel. Et puis, l'effort physique te conduit aussi à mieux prier, parce que du coup, bah, quand tu es dans le besoin, quand tu es fatigué, tout ça, bah, tu es davantage peut-être ouvert à la prière. Ça simplifie beaucoup de choses aussi dans les liens avec les autres. Tu as des jeunes qui n'ont jamais campé, ils campent par équipe. Donc tu as des jeunes qui, voilà, fin de CM2, ils ont 10 ans, ils vont pendant 5 jours partir de chez papa et maman et camper. Et au bout de 5 jours, on voit des jeunes dont les visages s'ouvrent, voilà, qui sourient. L'année dernière, on a inventé le groupe Eto. C'est Michel, un des gars qui fait les parcours là, du club de VTT de Margon. Et en fait, on a fait un groupe de jeunes qui étaient vraiment physiquement, qui avaient du mal. Et du coup, il a géré le rythme. Et tu as des jeunes qui se sont vraiment révélés. Ils se sont découverts, en fait, parce que Michel est un très bon capitaine de route, un bon entraîneur. Et du coup, il leur a permis de trouver le bon rythme. Et là tu as eu des vraies révélations, des vrais déplacements, je trouve. Voilà. Ça se traduit comment la révélation et le dépassement d'un ado? Comment ça se traduit? Je dirais que moi j'aime bien dire comme les chasseurs, on ne poursuit bien qu'un livre à la fois. Donc moi ce que je dis aux collégiens, enfin je dis aux animateurs qui s'occupent des collégiens, il y a 4 points de progression, physique, fraternelle, culturelle, spirituelle. Au bout de la semaine, ce qui serait bien, c'est que les jeunes de ton équipe, ils puissent dire sur ce point-là, j'ai progressé aujourd'hui. Pour moi, révélation, c'est dévoiler, c'est découvrir, c'est mieux se connaître. Hein, dans la foi chrétienne, la révélation, c'est quand Dieu s'est fait connaître dans la Bible et quand il a donné son Fils. Donc, le collégien, en fait, il est invité à mieux se connaître et à découvrir peut-être des ressources insoupçonnées. Certains, ils découvrent qu'ils peuvent faire 5 jours de vélo alors qu'ils passent leur année dans un canapé à regarder des séries. T'en as d'autres qui découvrent qu'ils peuvent vivre avec d'autres personnes que leur famille. Ça peut être une grande révélation. T'en as qui font un peu d'histoire alors qu'ils étaient allergiques aux cours d'histoire. Et puis t'en as qui découvrent qu'ils ont une âme et que cette âme, elle peut aussi leur permettre de prier. Donc voilà, ce jour, pour moi,
dans un de ces 4 piliers. Je sais pas si tu as noté, mes sourcils se sont mes sourcils se sont froncés quand tu as dit certains découvrent qu'ils ont une âme. Ça veut dire quoi ça aussi? Eh ben, l'âme, c'est ce qui donne de la vie, hein. Animer, c'est ce qui donne de la vie. Et pour les chrétiens, l'âme, c'est ce qui nous caractérise de manière unique et puis ce qui nous unit à Dieu. Moi, je passe 3-4 heures par semaine dans l'école et le collège de ma paroisse, donc j'ai quand même un lien avec des. Je suis en lien avec quasiment 500 élèves toutes les semaines. Et en fait, c'est frappant de voir combien les jeunes, à la fois, sont de leur temps, avec leurs écrans, ils connaissent voilà, beaucoup de séries et tout ça, même s'il n'y a pas d'écran, bien sûr, dans le sein de l'école et du collège, mais en tout cas, ils sont bien au fait de toute cette société digitale. Et en même temps, ils ont envie d'autre chose. On sent qu'ils se satisfont pas de ça. En fait, et du coup, bah, leur permettre de découvrir une âme, c'est de leur dire que ce qu'ils voient de manière immédiate et, et- et tout de suite, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Ils sont faits pour plus grand, pour, ils sont faits pour autre chose. Voilà. Et moi, j'aime bien dire aux jeunes, tous ces moyens que tu as à ta disposition, ça doit pouvoir rester des moyens. Voilà. Est-ce que ton téléphone, est-ce que ta tablette, est-ce que ton réseau social, est-ce que ta série te met davantage en lien avec tes proches, ou est-ce que ça t'enferme? Euh, et voilà. Et en fait, les jeunes ont une grande quête, les collégiens. L'âge ado, tu as du mal à mettre des mots sur ce que tu ressens, tu as un certain mutisme. Jusqu'à la cinquième, c'est encore des grands enfants, mais le virage cinquième, quatrième, tu as des. Voilà, c'est la pleine adolescence. On ne parle. Souvent, on parle pour râler, mais c'est difficile de leur faire dire des choses un peu qu'ils ont au fond du cœur. Et moi, je suis souvent frappé de voir que des jeunes voilà, ont vraiment un vrai désir, des vraies questions. Et c'est là, je pense que bah, on a un rôle aussi pour les aider à trouver leur vocation, le projet que Dieu a pour eux, et puis de les guider aussi dans ce désir d'aimer qu'ils ont tous. Et d'être aimé aussi, certainement, Ouais, tout à qui fait. caractérise aussi beaucoup l'adolescence. Dans les deux, ouais, les deux, tout à fait. Aimer et être aimé, exactement. Donner et recevoir. Qu'est-ce qu'il en reste à l'issue de ce pèlerinage? Que ce soit, alors, je vais plutôt me concentrer sur la partie physique parce que la partie spirituelle, je suis vraiment pas le bon client pour ça. Il en reste quoi? Le vélo retourne au garage ou il continue à faire des roues arrière dans les rues du village et à embêter les passants, comme ça se passe dans le mien, et je les encourage vivement d'ailleurs. Et même récemment, ils sont venus me dire merci parce qu'ils m'ont dit, vous êtes le premier à nous dire que c'est cool alors que les autres arrêtent pas de nous gueuler dessus. Et moi, je suis allé leur voir pour leur dire que c'était vraiment super de faire des roues arrière dans le village et de slalomer entre les voitures, mais qu'il fallait quand même faire attention un peu de temps en temps. Il en reste quoi alors? Ce qu'il en reste, c'est qu'ils reviennent l'année suivante. En fait, le PLVTT, c'est un événement dans l'année de 5 jours en Eure-et-Loire. C'est un camp local pour des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens ou l'occasion d'aller autre part. Mais il n'y a pas de proposition dans l'année. Hmm. On fait des rencontres de cohésion avec l'équipe de préparation pendant l'année, mais les jeunes, on les voit. Enfin, je croise moi, ceux de la paroisse et tout ça, mais il y a peu d'activités pendant l'année. Mais ils reviennent tous les ans avec leurs copains. Hmm. On s'est posé la question de proposer pendant l'année pour les jeunes tel ou tel événement vélo, mais on l'a pas concrétisé pour l'instant, faute de temps, parce qu'on peut pas tout faire. Moi, c'est que des bénévoles avec qui je travaille, donc ils sont aussi bah, une famille, un travail. Voilà. Et certains, en tout cas, moi, certains qui sont très branchés vélo, je les ai aiguillés vers des clubs. Enfin, je leur ai dit, bah, va voir dans ton village, dans ta ville, si tu as un club de vélo. Ça, je l'ai fait. Mais Hmm. en fait, on a peu de retours sur ce qui se vit pendant l'année. C'est vrai Ouais. on a peu de retours. En tout cas, immédiatement. Ouais. Mais ils reviennent l'année d'après pour revivre un petit peu cette expérience. Ouais. Où le vélo est bon, c'est 25% de l'expérience, mais peut-être que bah, c'est justement ce qui les fait revenir, ça et le reste. On ne sait pas forcément. Mais c'est marrant parce que tu me dis ça, mais j'ai l'impression que ça ressemble beaucoup aux épreuves pour les adultes, où beaucoup reviennent. Bon, certes, il y a l'effort, il y a le vélo, etc. Mais on entend aussi beaucoup parler d'expérience, de revenir pour revivre ce qu'on a vécu. Alors, ça a un côté un peu triste
de vouloir revivre ce qu'on a vécu au lieu d'essayer de vivre de nouvelles choses. Mais ça y ressemble beaucoup, ouais. Alors, je pense que aussi ce qui fait revenir jeune, c'est l'aspect intergénérationnel, parce que donc on accueille des jeunes à partir de 10 ans, hein, qui sortent de CM2. Mmh. Après, donc, tu as les lycéens qui sont le staff, ils sont en jaune, ceux qui motivent les jeunes au départ, si tu veux, ils encouragent au départ, ils font une aide d'honneur, ils mettent de la musique au carré du matin, ils accueillent le soir, ils animent aussi les activités entre l'arrivée des collégiens et le dîner, puis les veillées. Et après, en fait, tu as des animateurs qui sont donc plutôt des jeunes, des étudiants ou des gens qui rentrent dans la vie active. Et après, la cuisine, la logistique, l'intendance, la mécanique, bah, tu as les TTV. Alors, c'est l'inverse de VTT. Tu peux dire très très vaillant, très très vieux, ça dépend. Tu as les maillots rouges. Et pour des jeunes, tu vois, qui n'ont pas leurs grands-parents, plus leurs grands-parents, par exemple, ils vont aller le soir au stand mécanique, ils vont apprendre deux ou trois trucs des mécanos. Tu as des grands-parents aussi qui n'ont pas enfin, t'as des retraités qui n'ont pas forcément de petits-enfants. Donc sans jeter de fleurs, je pense que pendant 5 jours, on veille avec la directrice Anne-Marie Deschamps du PD et VTT. On veille vraiment à ce qu'il y ait un bon esprit, bienveillant, fraternel. Moi, beaucoup de jeunes me partagent notamment les questions de harcèlement à l'école, au collège. Mmh. Et je pense que des lieux comme ça leur permettent aussi d'être eux-mêmes, d'être en confiance. Et je crois qu'il y a ça aussi qu'ils viennent chercher. Ouais. Ouais. Tout comme on peut avoir ça dans des épreuves, des randos, des épreuves sportives où il y a le parcours, il y a ravito, mais il y a aussi le cadre. Je pense notamment à la Granite Montana en Limousin, là, qu'on a fait avec Thibaut. Tu as des ambiances comme ça assez chaleureuses, assez chouettes. Donc je pense que les jeunes viennent chercher ça aussi. Ouais. Ouais. Mmh. Tu viens de dire un truc intéressant, enfin, c'est pas le seul, mais là, en tout cas, parmi les derniers trucs intéressants que tu viens de dire, tu as dit: «Ils se sentent en confiance» et tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux et de leurs liens, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils y trouvent et de l'instantanéité et est-ce qu'il y aurait un lien justement avec la confiance qu'ils pourraient, développer sur, un événement comme le tien, comparé au côté un petit peu, pardon, déprimant ou anxiogène que l'on retrouve, sur les réseaux où, en plus, bon, on le disait tout à l'heure, l'adolescence, c'est un âge très particulier où on va avoir tendance à se comparer, à regarder ce que les autres font et bah, parfois on se dit, «Putain, les autres font des trucs de ouf et moi, pas du tout». Donc petite perte de confiance. Est-ce que justement cet événement-là peut contribuer à redonner confiance aux jeunes et on sait que la confiance, c'est l'élément capital pour faire des trucs intéressant et être un humain à peu près équilibré, est-ce que ça contribue à donner confiance aux autres et en Ouais, soi? je crois. D'abord parce que, contrairement aux réseaux sociaux, en fait, t'es pas dans le paraître, mais t'es dans l'être, t'es dans la relation réelle. Donc, pour que tu aies une relation, il faut qu'il y ait une confiance, enfin, la vie d'équipe. Et on a des moyens. Le premier jour, tu vois, des petits trucs de communication pour qu'ils fassent connaissance. Ils se présentent, l'un présente son voisin réciproquement. Il y a ça. Et puis je pense que bah, pendant 5 jours, les 40 adultes au service sont tous, plus les 20 lycéens, sont tous concentrés sur la sécurité physique, affective, morale des collégiens. Donc je pense ils le sentent. Ouais. Et puis ils sont jamais seuls en fait. Ils sont jamais seuls parce qu'ils sont en équipe, parce qu'ils ont des animateurs, parce qu'il y a des prêtres, des sœurs, des séminaristes qui sont aussi là pour être disponibles pour s'ils veulent aussi parler, discuter, échanger. Donc je pense, ouais. Et puis la confiance, c'est même mot que la foi aussi, à la racine de la foi, donc c'est un périnage. Donc on essaie aussi de leur transmettre, aussi de mettre leur confiance dans celui qui nous a créés. On accueille des jeunes qui ne sont pas chrétiens, bien sûr, parce que le vélo attire largement, et c'est bien, c'est aussi pour ça que j'aime le vélo. Mais ouais, je crois que cette bienveillance, elle rime aussi avec la confiance. Enfin, de veiller à leur bien, ça les met en confiance, clairement. Du coup, tu as répondu à la question que je voulais te poser. Si l'un d'eux te disait, «Moi, je viens pour le vélo et pour faire du vélo avec mes potes, mais la religion, ça m'intéresse pas trop», tu réponds quoi? En fait, on a une charte de l'éco-pèlerin que signe chaque jeune, et en fait, on leur demande de respecter le projet du PLVTT. Et donc, ceux qui aiment le vélo et qui ne sont pas trop chrétiens,
en fait, on leur demande de respecter les temps de prière qu'on propose. Respecter, c'est-à-dire être présent. Et voilà, on leur demande pas de dire les prières, de faire le signe de croix s'ils sont pas croyants, par respect pour eux, mais on leur demande d'être dans ce respect-là. Et ça se Un passe respect, bien. un respect mutuel, donc simplement chacun fait comme il veut et voilà. Ouais, exactement. Respect Chaque... mutuel et une grande liberté, tout à fait. Ouais. Bon alors, et ce 5e titre de champion de France, ça se profile comment? Tu vas tous les faire péter dans la bosse? Ou tu vas devoir te battre un petit peu comme Mathieu hier? Bah, en fait, j'ai 4 titres de champion de France du chrono, j'ai jamais gagné la course en ligne. Notamment parce que j'aime pas frotter, j'aime pas le sprint. Ouais. Donc en fait, j'ai envie de surprendre et plutôt de me concentrer sur la course en ligne. Parce que le chrono, bah, j'ai beaucoup fait ça. Je me disais ça en rentrant de Paris tout à l'heure. Je pense que j'ai pas mal appris aussi en intelligence, en tactique de course. Je sais parmi mes confrères qui marquaient. Enfin, je sais il y a des échappées qu'il faut pas louper, contrairement aux autres années. Et Mm. voilà. Après, je pense qu'il va y avoir un très très bon niveau, parce que le niveau augmente chaque année et que ça fait, comme tout le monde, ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu de championnat. Donc du coup, je Mm. pense qu'on a tous un peu, on est remonté comme des pendules. Voilà. Après, j'y vais aussi pour l'aspect fraternel, parce que je pense que c'est un Ah bah, beau moment c'est important, d'église. ça bien Ouais. sûr, mais ça n'empêche pas de vouloir gagner. Non, exactement. Avant et après, on peut être potes, mais pendant la course, il n'y a plus d'amis qui tiennent. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, Bon, c'est un ça veut terrain dire... plutôt favorable, pardon de te couper, mais c'est en Ardèche. Mm. Donc, moi, j'ai quand même, j'aime bien les bosses. Ouais. Je pense que c'est un parcours qui va me plaire parce que j'aime bien les relances. Il y a un côté aussi un peu technique et pilotage, comme donne le VTT, contrairement à des courses de plaine où il faut rouler, point barre. Donc, voilà, à la fois, je suis assez détendu, dans le sens où je m'en fais pas une montagne, mais en même temps, j'ai quand même envie de marquer de mon empreinte cette édition 2022, ouais, clairement. Ah oui, donc quand même un niveau d'orgueil bien affirmé, hein. Là, tu veux laisser ton empreinte, carrément. Ouais, exactement. Et ton conseiller spirituel, il en pense quoi de tout ça? Tu lui as dit que tu voulais marquer les esprits et tout? Non, je dirais la semaine prochaine, mais en tout cas, chaque fois que je lui parle du vélo, il dit que c'est bien, et il me dit, du vélo, il faut que tu en fasses, mais du coup, t'en fais bien, parce que sinon, t'es pas un vrai témoin. Donc, si tu fais du vélo, il faut que t'en fasses à fond. J'en déduis que sur ta stratégie de course, si t'aimes pas frotter, ça veut dire que tu vas partir de loin, tu vas faire une Pogacar sur les Strade Bianche. Un petit Alors, peu ça. où je pars, où je suis un de mes confrères, Yannick Demec, qui est prêtre dans les Hauts-de-Seine, qui Mhm. plusieurs années en fait a gagné en partant de très loin et en étant seul pendant la moitié de la course. Et voilà. Et en fait, c'est lui qu'il faut que je marque clairement, parce que je pense que on a ce point commun qu'on n'aime pas frotter lui et moi. Euh, il a une très 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 bonne condition physique. Il a Mhm. 50 ans, il a une belle expérience aussi des tactiques de course. Et en fait, on s'entend vraiment bien en plus. Donc, on va rouler lundi prochain avec mon frère Thibaut, avec Yannick, Mhm. avec Paul, avec Robert Leroy, qui est curé à Sully-sur-Loire, qui a gagné aussi pas mal de championnats de France. Et voilà, donc je vais clairement marquer Yannick. Ouais. C'est l'homme qu'il faut suivre. Donc, ce qui veut dire que vous allez certainement vous faire avoir par un troisième larron qui aura débusqué votre stratégie, qui va sortir de nulle part et qui va vous entuber tous les deux. Alors Paul est Pratiquement en grande sûr. forme. Paul est en grande forme parce qu'il est à Gien depuis septembre et en fait il a un paroissien qui est au niveau élite actuellement en cyclisme, Ouais. qui a une belle science de l'entraînement. Et donc là, Paul me disait il fait des sorties avec des objectifs assez précis en termes d'intensité. Mhm. Et donc je pense que lundi prochain, on va voir un petit peu comment on se situe les uns les autres. Donc ça Donc c'est vous allez bien. vous observer du coin de l'œil, ça va être bon ça. C'est Ça, ça. ça va être très 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 drôle. Ouais. Bon, en tout cas, nous allons nous quitter virtuellement parce qu'on va continuer la discussion un petit peu après. Je vais te laisser pour ta minute de solitude. Donc, c'est pratiquement un cadeau inespéré pour toi qui adore ça. Donc tu vas rester devant ton écran. Moi, je vais juste couper ma caméra et mon micro. Tu vas dire ce que tu veux pendant le temps que tu veux. Tu dis ce que tu as à dire.
Et quand j'aurai découvert que tu as fini, et ben, je reviendrai. Moi, je couperai l'enregistrement à ce moment-là et on finira cette conversation. Ok? Ça marche. Allez, à tout de suite. Eh ben, j'ai été très heureux de ce partage avec Richard. Toujours heureux de parler du lien entre le sport et la foi. De voir que la communauté cycliste est belle, qu'elle est nombreuse et qu'elle regorge de belles personnalités. J'espère en tout cas, par ce témoignage, avoir partagé ma joie du vélo. J'espère que j'ai encouragé ceux qui roulent moins en ce moment. J'espère que j'ai suscité le désir éventuel de se mettre au vélo pour ceux qui l'envisageaient mais qui n'avaient pas encore osé. En tout cas, eh bien, j'espère pouvoir longtemps encore partager cette passion du vélo rencontrer par le vélo de nombreuses personnes et ainsi m'émerveiller de la beauté de cette humanité qui a été créée par le Christ dont je suis l'humble serviteur.